Tous ces souvenirs, ajoutés les uns aux autres, ne formaient plus qu'une masse, mais non sans qu'on ne pût distinguer entre eux, entre les plus anciens et ceux plus récents, nés d'un parfum, puis ceux qui n'étaient que les souvenirs d'une autre personne de qui je les avais appris, sinon des fissures, des failles véritables, du moins ces veinures, ces bigarrures de coloration qui, dans certaines roches, dans certains marbres, révèlent des différences d'origine, d'âge, de formation. Marcel Proust, du côté de chez Swann, premier tome de À la recherche du temps perdu. Merci Isabelle, merci pour cette lecture. Donc maintenant nous partons avec Proust sur les chemins de la mémoire, la géologie et puis beaucoup la neuropsychologie. Eh bien, ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que Proust est né dans une famille où, à table, on parlait beaucoup médecine, car son père, Adrien Proust, est un médecin renommé de la Troisième République qui a travaillé sur l'hygiène et sur des notions de santé publique. Donc tous ces savants comme Binet, Ribot, Janet, Charcot étaient sans doute des noms qui n'étaient pas inconnus pour le jeune Marcel. Et il faut peut-être aussi rappeler que le frère de Marcel Proust, Robert Proust, a mis ses pas dans ceux de son père et est devenu un chirurgien réputé. Donc ça, c'est dans un cadre privé, à la table familiale, mais peut-être que toi, Francis, tu pourras en dire plus sur le contexte plus large de la médecine, de la psychologie, ou voire des sciences, à cette époque-là. Oui, alors sans jeu de mots, je pense que Marcel Proust est dans son temps. C'est-à-dire qu'il connaît bien, ou relativement bien, le monde scientifique, le monde médical de l'époque, et il est assez proche de la neuropsychologie, de la démarche de la neuropsychologie. D'ailleurs, le texte magnifique sur la géologie que tu viens de lire, c'est un texte qui est très neuropsychologique. L'auteur commence par une masse, comparer la mémoire à une masse, c'est presque choquant, mais très vite, cette masse, elle est divisée, elle est morcelée, elle est datée, il y a des souvenirs plus anciens que d'autres, il y a des souvenirs qui se rattachent à des éléments particuliers de certains moments de vie, de certaines personnes, donc elle prend tout de suite des couleurs, cette masse. Et ça, c'est un peu la démarche du neuropsychologue, qui part d'un ensemble et puis qui décompose. Et c'est notamment la neuropsychologie de cette époque qui a été appelée l'âge d'or de l'étude de la mémoire. Proust essaie donc d'explorer la mémoire sur toutes ses faces, la mémoire individuelle, la mémoire collective, et dans cette volonté d'analyser quelque chose de complexe, comme la mémoire, il va l'aborder par ses failles, par exemple le phénomène de l'oubli. Et il va ainsi montrer que oubli et mémoire sont deux faces d'un même phénomène. Et il va s'intéresser, alors effectivement tout le monde connaît la description de l'expérience de la petite Madeleine, où le souvenir ressurgit à la faveur d'une sensation. Là, il y a une fulgurance, beaucoup d'émotions. Mais il traque aussi tous les phénomènes d'oubli, comme par exemple le manque du mot, lorsqu'on cherche désespérément le nom de quelqu'un avec qui l'on s'entretient. Et tout cela témoigne d'une description vraiment très fine. Et il fait pareil avec le sommeil, voyez, parce que le sommeil, c'est quelque chose de très difficile à analyser. Difficile de parler du sommeil puisqu'on n'est plus là quand on dort. Eh bien, il va aussi l'aborder par ses failles, comme par exemple l'insomnie. Alors, cette démarche que tu décris, la démarche de l'écrivain, en fait, elle est assez proche de la démarche du chercheur, de façon générale, et peut-être plus encore du neuropsychologue, qui va, à partir des failles, telles que tu les décris, à partir des troubles de la mémoire,
que l'on observe chez les patients, mais également chez tout un chacun, Oui. à certains moments de notre réflexion, au moment du sommeil, etc. Enfin, il y a tous ces exemples-là qui sont pris. À partir de ces moments-là, Proust essaie de reconstituer des processus de mémoire. Donc, dans l'exemple de la petite Madeleine, c'est très très efficace parce qu'il y a d'abord l'émotion, puis ensuite il y a le chemin, le long chemin qui conduit à la récupération du souvenir dans sa plénitude. Et cette démarche-là, elle est très très proche du chercheur qui part de petits éléments, et à partir de ces petits éléments, qui arrive à construire. Alors le chercheur, c'est un modèle, c'est une théorie de la mémoire, et chez Proust, c'est une œuvre magistrale. Oui, alors justement, là, tu viens de parler de modèle. Ce qu'on pourrait dire, c'est que Proust met en mots des phénomènes complexes sur lesquels travaillent les scientifiques, mais qui n'ont peut-être pas encore tout à fait modélisé. Et donc, c'est en ce sens qu'on peut parler en fait de révolution romanesque pour Proust, parce que il ne s'agit pas tant d'une histoire avec un personnage, avec une intrigue, avec des rebondissements. Le plus important, c'est effectivement la description de phénomènes ténus, de phénomènes impalpables, de phénomènes même ineffables. Ineffable, c'est justement qu'on ne peut pas mettre en mots. Or, Proust s'attache à décrire le plus finement possible ces phénomènes. Oui, on pourrait dire que le personnage central dans le livre, c'est la mémoire. Bon, il y a bien sûr le narrateur, il y a un certain nombre de personnages qui sont très importants, mais en fait, le sujet principal, le sujet humain, incarné, c'est la mémoire. Et c'est la mémoire à une certaine période. Donc à une certaine période qui est le tournant 19e siècle, début du 20e siècle. Ce qui fait que Proust marque aujourd'hui, c'est qu'il était en quelque sorte avant-gardiste. C'est-à-dire qu'il a ouvert la voie à une méthodologie littéraire, mais qui donne un écho dans le monde scientifique d'aujourd'hui. À savoir que les processus qu'il a approchés, ce sont des processus que l'on étudie en neurosciences aujourd'hui, bon, avec des méthodologies évidemment très différentes, avec des scanners. Peut-être que Proust aurait été passionné par les centres de recherche en imagerie cérébrale, on peut le penser, parce que ce sont les méthodes d'aujourd'hui, mais qui sont appliquées aux phénomènes qu'il décrit avec une sorte d'intuition géniale. Il approche ces phénomènes complexes de la mémoire, du temps, de l'oubli. C'est le triptyque en fait, du livre. Il les approche par une écriture, une démarche opiniâtre, difficile, bon, qui aboutit à une œuvre, à un chef-d'œuvre, mais c'est une écriture qui est difficile, qui est peaufinée, et qui s'approche en cela de la démarche du scientifique, qui est aussi une démarche scientifique, opiniâtre, et qui permet de toucher quelque chose de nouveau. Et je pense qu'il y a aussi ce rapprochement dans la démarche littéraire de Proust et dans la démarche du scientifique, c'est d'approcher, certes, en prenant garde, en mettant des garde-fous, avec une méthodologie très stricte, mais c'est approcher l'inconnu, ce qui est extrêmement audacieux, et d'arriver à une construction littéraire, mais qui peut être un modèle scientifique, certes réfutable, etc., mais qui permet de progresser. Et c'est là que cette rencontre, donc qu'on retrouve dans le livre là, enfin le livre c'en est une émanation, c'est la rencontre de la littérature qui s'invite en quelque sorte au milieu des scientifiques, mais pas du tout comme un gadget, mais comme une proposition tout à fait plausible dans le monde des sciences. Alors c'est exactement ça, la littérature, ce n'est pas simplement un réservoir de belles images, c'est aussi quelque chose qui peut nous aider à penser. C'est le pari que nous avons fait avec ce livre, Proust et le temps, où nous avons réuni une dizaine de chercheurs, de scientifiques de différents domaines, et pour essayer de comprendre le temps qui passe, à partir de la représentation qu'en donne Proust.
D'où cette idée que la littérature peut entrer en dialogue avec quasiment toutes les sciences.